Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau cours qui s'intitule Les mers et les océans. Donc l'idée c'est d'essayer de voir en quoi les mers et les océans participent à la mondialisation de l'économie. Pour rappel, la mondialisation c'est la mise en connexion du monde. Et aujourd'hui la majorité des marchandises sont échangées par la mer. Les mers et océans c'est 71% de notre globe, ce qui veut dire que vous avez majoritairement plus d'eau sur Terre que vous n'avez de terre émergée. Donc vous avez un espace qui est parcouru en permanence par des navires qui vont emprunter ce qu'on appelle des routes maritimes. Ce ne sont pas des routes qui sont tracées, par contre ce sont des routes qui apparaissent sur des cartes maritimes. Si vous prenez par exemple cette carte-ci, vous allez vous apercevoir qu'on a plusieurs types de routes. Elles sont rouges, elles sont jaunes et également bleues. Vous constatez donc que c'est dans l'hémisphère nord qu'on va retrouver les routes les plus empruntées, principalement parce que ce sont là qu'on va retrouver les pays les plus développés qui ont de plus en plus besoin de marchandises. Même si actuellement, eh bien, vous avez de plus en plus de pays de l'hémisphère sud qui se mettent à entrer dans les courants d'échange. C'est le cas par exemple des continents africains ou également de l'Amérique du Sud qui s'insèrent dans les courants liés à la mondialisation. Ces grands courants d'échange maritime, c'est 80% du trafic, c'est-à-dire que vous avez également du trafic aérien et du trafic de marchandises par voie ferroviaire et routière, mais la grande majorité, c'est-à-dire les 3/4 des marchandises, sont échangées par la mer. Quel type de bateaux circulent sur les mers et océans? Vous allez vous retrouver avec principalement des bateaux qui sont des porte-conteneurs, qui aujourd'hui transportent ce qu'on appelle donc des conteneurs. Les conteneurs, ce sont des boîtes. C'est une boîte qui à la base était utilisée par l'armée américaine, qui a ensuite été utilisée dans un objectif économique, et dans ces boîtes, on peut mettre à peu près tout. Ces boîtes, elles vont être empilées sur nos porte-conteneurs, et les porte-conteneurs, vous allez avoir 3 grandes compagnies maritimes qui possèdent les plus grands navires. C'est le cas de COSCO Shipping, qui est une compagnie chinoise, c'est le cas également de Maersk, qui est une compagnie norvégienne, et c'est le cas également de la CMA-CGM, qui est une compagnie française. Le siège de la CMA-CGM se trouve à Marseille. La CMA-CGM, c'est la 3e compagnie maritime mondiale, elle possède 14 porte-conteneurs qui ont une capacité à peu près de 12 000 conteneurs à l'intérieur. Donc nos petits conteneurs sont empilés comme ça, et les porte-conteneurs sont des navires qui sont gigantesques. Ils font en général entre 350 et 400 mètres de long pour 50 mètres de large, ce qui nécessite évidemment des aménagements dans les ports pour pouvoir accueillir ces énormes bateaux. Les navires empruntent, je vous disais, des routes maritimes, et ces routes maritimes passent par des passages stratégiques. Les passages stratégiques, ce sont des détroits et des canaux. Alors, quelle est la différence entre un détroit et un canal? Un détroit est un espace d'eau entouré par des terres, et c'est un espace qui est naturel. Ça va être le cas par exemple, et c'est ce qu'on voit sur notre carte, du détroit de Malacca, en Malaisie, du détroit de Bab el-Mandeb, qui lui est situé entre le golfe d'Aden et la mer Rouge, du détroit de Gibraltar, qui permet de passer de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, ou encore du détroit de la Manche, qui lui va être situé au niveau du Royaume-Uni et de la France. Vous allez vous retrouver également avec des canaux. Les canaux, à la différence donc des détroits, ils sont artificiels, ils ont été creusés par l'homme. Si vous prenez par exemple le canal de Suez, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, puisqu'avant il n'y avait pas de passage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Sauf qu'on a décidé de créer un passage, ce qui permet donc désormais de faire passer les navires et donc de gagner du temps. Puisque le principe d'une route maritime, c'est de pouvoir gagner du temps, puisque le temps, c'est de l'argent. Et quand on passe par des canaux ou par des détroits, on raccourcit le temps de distance. Par exemple, quand ils vont passer par le canal de Suez, ça permet d'éviter de contourner l'Afrique et de passer par le cap de Bonne-Espérance qui rajouterait à peu près un mois de trajet. Ces navires, ils transportent un équipage qui fait à peu près une trentaine de personnes. Généralement, l'équipage, c'est plutôt une main-d'œuvre qui est sous-payée et qui vient des pays d'Asie du Sud-Est, tandis que les officiers sont, eux, formés dans les grandes écoles maritimes, qui sont principalement des écoles européennes. Les bateaux, ils vont aller rejoindre des ports. Alors, les ports, ce sont des portes d'entrée sur les continents, puisque ce sont des espaces dans lesquels on va pouvoir accueillir les navires, récupérer les marchandises et les redistribuer. Comment? Tout simplement en prenant les marchandises qu'on va ensuite placer sur d'autres navires qui vont là passer par les fleuves pour ensuite aller alimenter les magasins, ou bien sur des camions qui vont récupérer par exemple le conteneur et qui vont ensuite l'amener au bon endroit. Les ports, on va en avoir certains qui sont spécialisés, par exemple pour recevoir les navires de pétrole, les ports qui sont spécialisés pour recevoir les navires de porte-conteneurs. Par exemple, si je prends la ville de Marseille, celle-ci s'est adaptée pour pouvoir recevoir plusieurs types de bateaux. Vous avez le vieux port et également les terrasses du port qui reçoivent les bateaux de croisière, puisqu'on veut que les touristes aillent consommer. Vous avez un petit peu plus loin le port qui s'occupe des passagers, puisqu'on va avoir les navires par exemple qui vont pouvoir transporter les passagers de Marseille à l'Algérie, de Marseille à la Corse. Un petit peu plus loin, le port qui s'occupe de réceptionner les porte-conteneurs et les conteneurs. Et dans la ville d'à côté, donc dans la ville de Martigues, le port qui va être
un port plus industriel, plus spécialisé, puisqu'on va récupérer les navires pétroliers. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on a 3 façades maritimes. Façades maritimes, ce sont des espaces qui concentrent le plus grand nombre de ports. Vous avez la Northern Range, qui est la façade maritime de l'Europe du Nord, avec les ports du Havre et de Dunkerque qui sont les portes d'entrée, et ça va jusqu'à Hambourg, avec le port de Rotterdam, qui est le plus grand port européen, notamment le port de porte-conteneurs, qui va réceptionner les marchandises, puis ensuite va mettre les conteneurs sur des navires qui vont descendre le long du Rhin pour pouvoir alimenter les pays d'Europe ou sur d'autres fleuves. Vous allez avoir également la façade maritime d'Asie du Sud-Est avec les plus grands ports à porte-conteneurs, notamment les ports chinois qui rivalisent d'inventivité et qui s'adaptent pour avoir toujours un port qui est plus grand, puisque leur but c'est également d'avoir des porte-conteneurs qui soient de plus en plus gigantesques. Donc à ce moment-là, on va avoir des ports qui vont être obligés de s'améliorer et de s'aménager. On va avoir les ports par exemple de Shanghai, de Singapour. Vous avez ensuite une dernière façade maritime qui serait la façade maritime des États-Unis avec le côté du nord-est, avec par exemple les ports de Virginie, de Boston, de New York, et les ports qui vont être plutôt situés sur la côte ouest, comme par exemple Los Angeles ou San Francisco. Ces ports-là réceptionnent nos bateaux, vous avez toute une économie qui est mise en place, puisqu'évidemment, il faut vous imaginer que les ports, c'est créateur d'emplois, ce qui explique pourquoi les gens s'installent de plus en plus aussi sur la côte, parce qu'il y a du travail. Et dans ces ports, on va retrouver toute une économie logistique, parce que si je prends par exemple mes porte-conteneurs, vous avez bien remarqué qu'on a des boîtes qui ont la même taille, 6 mètres, 12 mètres, qui ont pas forcément la même couleur, mais en même temps, on va vite tourner en rond en passant du bleu au vert et au rouge. Et donc, il va falloir créer toute une logistique derrière pour pouvoir réussir à repérer les conteneurs, savoir où ils vont, et ensuite c'est un espèce de jeu de Lego, et pop, 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 on empile les conteneurs dans les bateaux, puis on les pose, et on va ensuite les chercher. Vous avez des petites voitures qui sortent des petits trucs en avant, poum, ils récupèrent le conteneur, hop, ils les mettent au bon endroit. Voilà pour les ports. Le fait que les ports offrent des emplois, ça va créer ce qu'on appelle une littoralisation des hommes et des activités, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes s'installent, je vous disais, le long du littoral. Le littoral, c'est la ligne de séparation entre la terre et la mer. Si je prends ce schéma, le littoral est représenté par la ligne noire. La ligne noire, c'est donc cette ligne qui sépare la mer de la terre. Vous allez avoir la terre, qui s'appelle l'interland, donc l'arrière-pays, et l'avant-pays, qui serait l'espace maritime d'où arrivent les bateaux. Et vous avez les carrés bleus, qui représentent les ports, et les ronds rouges, qui représentent les métropoles, donc les villes plus ou moins grandes, qui vont être chargées, de pouvoir loger les personnes, les populations, tandis que les ports seraient plutôt le lieu de travail. Et tout ça concourt à faire ce qu'on appelle la littoralisation des hommes et des activités, c'est-à-dire que le fait que les hommes et les activités se concentrent sur le littoral. Et participe également à la maritimisation du monde, c'est-à-dire au fait que désormais, quasiment tous les échanges passent par la mer, et que la mer étant très importante, eh bien, les pays qui n'ont pas d'accès à la mer se retrouvent désavantagés vis-à-vis des pays qui, eux, bénéficient d'accès aux côtes. Alors, à quoi ça sert? D'abord, un accès à la mer et aux océans. Eh bien, les mers et océans, ce sont des réservoirs halieutiques et d'hydrocarbures. Halieutique, c'est tout ce qui va concerner les produits liés à la pêche, l'aquaculture, l'algoculture, l'ostréiculture, et vous avez les produits qui sont des produits d'hydrocarbures, offshore, qui se situent sous l'eau, qui, eux, vont concerner par exemple le pétrole et également le gaz, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de gaz et de pétrole qui se situent dans les nappes phréatiques sous les mers et océans. Donc vous avez de grandes entreprises comme par exemple Total ou ExxonMobil qui vont investir énormément d'argent, qui vont mettre des plateformes, qui vont créer des câbles sous-marins et qui vont aller chercher les ressources dans le sous-sol. Vous avez également des chalutiers, énormément de navires qui sont des navires de pêche qui vont aller sur les mers et océans pour pouvoir chercher le poisson. Vous n'avez pas que ça comme type de navire, vous allez avoir aussi qui circulent des navires qui sont des navires vraquiers, donc qui transportent tout ce qui est en vrac, par exemple le riz, les pâtes, donc tout ce qui est comme ça en gros lot, qui va ensuite alimenter les magasins. Vous allez avoir les navires plus industriels, plus spécifiques, les méthaniers, les gaziers, les pétroliers, qui vont être des navires donc pour le pétrole, le gaz, le méthane. Vous allez avoir des navires, donc les porte-conteneurs, ça vous l'avez compris, et également par exemple des navires frigorifiques qui eux vont transporter les marchandises périssables, donc des marchandises qu'il faut réfrigérer, puisqu'on risque sinon de les perdre, je sais pas, par exemple des fruits. Même si vous avez certains fruits qui par contre périment assez vite, eux il vaut mieux les faire partir par avion. Comme nos mers et océans possèdent énormément de ressources, les pays veulent évidemment avoir un accès à la mer. Longtemps, les océans ont été soumis à la doctrine de la liberté des mers qui avait été énoncée au XVIe-XVIIe siècle et qui limitait en substance la juridiction et les droits nationaux sur les océans à une espèce de bande étroite sur le littoral d'un pays. Et le reste était déclaré complètement libre. Sauf qu'en 1982, les pays ont commencé à se réunir et à essayer de discuter pour pouvoir avancer leurs limites de juridiction sur les mers et océans. Alors,
Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que le but d'un État, c'est de s'agrandir et de conquérir un espace. Or, aujourd'hui, les frontières sont fixées et la majorité des États n'avancent plus, ne conquièrent plus d'espace. Plus de grandes guerres de conquête comme c'était le cas au cours de l'histoire. Donc comme on ne peut plus conquérir la terre, on conquiert la mer. Et donc ils vont essayer de gagner du terrain sur les mers. On peut imaginer que dans les années à venir, peut-être que nous irons conquérir l'espace. Ça a d'ailleurs déjà commencé. La suite au prochain épisode. Donc, je reviens sur mes mers et océans. En 1982, les pays se réunissent et 198 d'entre eux vont signer la Convention de Montego Bay sur le droit des mers et océans. Sur la carte qui s'affiche devant vous, vous avez des pays en rouge, des pays en bleu. En rouge, ce sont les pays signataires. En bleu, ce sont ceux qui ont refusé de signer. Évidemment, vous voyez bien que les États-Unis ont refusé de signer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'appliquent pas complètement les règles qui ont été fixées, mais eux, ils partent du principe que l'océan appartient à tout le monde et qu'en vertu de la liberté des mers et océans, eh bien, on ne doit pas se l'approprier. Alors, c'est pas dans un but philanthrope, c'est tout simplement qu'en fait, ils aimeraient bien s'approprier toutes les mers et océans et passer pour les gendarmes du monde. La Convention de Montego Bay a fixé ce qu'on appelle la ZE. La ZE, c'est la zone économique exclusive. C'est un espace sur lequel l'État a une juridiction et peut exploiter les ressources de la mer, notamment du sous-sol. Si je prends le petit schéma qui s'affiche devant vous, vous avez les eaux intérieures qui appartiennent complètement à la juridiction du pays. Ensuite, vous avez la mer territoriale qui est sur une limite de 12 000 marins, où là, le pays a complètement toute sa juridiction et peut faire ce qu'il veut. Ensuite, vous avez la ZE, donc la zone économique exclusive, qui est sur une limite de 250 000 marins. Donc là, le pays peut exploiter les ressources du sous-sol, les poissons, le pétrole, tout ce qu'il trouve. Il peut étendre sa ZE jusqu'à 350 000 marins, s'il fait reconnaître que le plateau continental, donc ce qui est sous l'eau, lui appartient également. Et au-delà de cette limite, vous avez la haute mer, et dans la haute mer, en gros, tout le monde est libre de s'approprier toutes les ressources. Alors évidemment, la ZE, ça pose quand même des soucis, puisque au niveau des tracés, il a fallu le faire d'une manière un peu géométrique et un peu à la règle, et chaque pays veut évidemment avoir la plus grande ZE, et le problème c'est que quand vous avez des pays qui sont très collés et qui ont un tout petit accès à la mer, eh bien ça pose des limites dans le traçage. Donc des fois, on ne va pas jusqu'à 200 000 marins et on est obligé de réduire ou de se le partager avec un autre pays. Et vous avez des conflits donc, qui sont liés à l'appropriation, notamment au niveau de l'espace. Alors, c'est le cas par exemple ici, si je prends la carte au niveau du golfe de Guinée, vous vous apercevez comme ça que comme on a des pays qui sont les uns à côté des autres, eh bien c'est compliqué au niveau du partage, surtout que comme il y a du pétrole, évidemment, tout le monde veut avoir la zone qui correspond à la zone pétrolière pour pouvoir exploiter les ressources. Parce qu'avoir une ZE où il n'y a rien à l'intérieur, ça ne sert absolument à rien, à part pouvoir dire j'ai une très grande ZE. Sur les mers et océans, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace, eh bien, est dangereux, puisqu'il y a des pirates. Alors c'est pas des pirates comme au XVIe siècle, hein, avec un espèce de truc devant les yeux et un drapeau avec une tête de mort. Non, non, ce sont des pirates modernes, avec des navires modernes, des radars, des GPS, des armes automatiques, et ils vont prendre en otage des bateaux, ils vont également se poster sur les lieux de passage stratégique des navires, et ils sont principalement disposés dans les Caraïbes, dans le golfe d'Aden, dans le golfe des Guinée, et également au niveau du détroit de Malacca. Et pour pouvoir surveiller les mers et océans, eh bien vous avez des patrouilles de police, où vous avez également des armées qui sont stationnées. C'est le cas par exemple des États-Unis, qui eux ont des militaires qui sont présents partout sur les mers et océans, mais c'est le cas également du Royaume-Uni et de la France, qui ont également une présence militaire qui est assez importante. Les mers et océans, ils font face à de graves menaces, notamment la première, c'est celle du changement climatique. Le changement climatique, il augmente la température de l'eau, il va également acidifier les eaux, ce qui va menacer la faune et la flore, et il va y avoir une fonte de la banquise l'été, des débâcles d'iceberg, donc tout ça va poser des problèmes, notamment va menacer les côtes. Il y a également un deuxième souci, c'est tout ce qui va concerner la surpêche et la surexploitation des ressources. Le problème c'est que c'est bien d'aller pêcher, mais il faut qu'il y ait des ressources, notamment en poisson. Et comme on ne laisse pas suffisamment le temps pour que les stocks se renouvellent, eh bien parfois il y a certaines ressources qui sont menacées. C'est le cas par exemple du thon en Atlantique. Et donc vous avez ce qu'on appelle les ORGP, qui sont les organismes régionaux de gestion des pêches, qui sont chargés de définir des politiques de quotas. Le problème c'est que entre ce que les pays déclarent et ce que les pays font réellement, eh bien c'est difficile de vérifier si les quotas sont respectés. C'est le cas par exemple de la Chine qui déclare pêcher à peu près 0,39 millions de tonnes de poissons par an, sauf qu'en réalité on est plutôt aux alentours de 4,6 millions. C'est quand même nettement différent. Et surtout la Chine va aller pêcher dans toutes les mers et les océans du monde et s'approprier les ressources des autres, notamment par exemple des Africains qui n'ont pas toujours les mesures pour pouvoir se protéger. Autre menace qui pèse sur les mers et océans, c'est par exemple tout ce qui va concerner les catastrophes, notamment les marées noires. Donc ce sont des accidents généralement de pétroliers, et vous avez le pétrole qui se répand à l'intérieur de la mer, ce qui va complètement détruire la faune et la flore. C'est le cas par exemple de la marée noire qui a eu lieu sur les côtes bretonnes, lorsque le navire
Erika a déversé tout son pétrole dans la mer, ce qui a tué une grande partie des oiseaux marins. Et enfin, dernière menace qui pose problème sur les mers et océans, c'est tout ce qui va concerner la pollution de plastique. Aujourd'hui, il y a un espace qu'on appelle le 7e continent qui s'est formé dans les mers, notamment au niveau d'un espace où les courants se rassemblent, au niveau de l'océan Atlantique, c'est là où on a le plus grand, c'est pour ça qu'on l'appelle le 7e continent, qui est un endroit où on a une immense plaque de déchets flottants, qui est donc dans l'océan Pacifique, qui fait à peu près 6 fois la taille de la France, qu'on appelle aussi la soupe de plastique, et qui rassemble donc des millions de fragments de plastique qui ont été jetés par les hommes, généralement de la Terre, et qui ont été ensuite charriés par les fleuves et jetés dans les mers et océans. Et ce sont eh bien, du plastique qui tue les animaux marins, principalement les tortues, qui les confondent avec les méduses, dont elles se nourrissent. Et les scientifiques estiment que si on ne fait rien, eh bien, d'ici 2050, on pourrait avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Voilà. Bon appétit. Sur ce, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.